Le sang de cet homme était encore sur mes mains quand j'ai compris que ce n'était que le début d'une longue histoire, pleine de tristesse mais aussi de surprise. Bonjour mes chers amis. Je m'appelle Jacqueline, mais tout le monde ici m'appelle Mamie Jacques. J'ai 72 ans et je suis venue vous raconter une histoire que j'ai gardée au fond de moi pendant presque 40 ans. Je suis née et j'ai grandi à Valence, dans la Drôme, à une époque où les femmes n'avaient ni voix ni droit au chapitre. Aujourd'hui, je vis à Lyon, où j'ai reconstruit ma vie après tout ce que je vais vous raconter. Avant de commencer cette histoire que je n'ai jamais partagée avec personne, je tiens à vous remercier d'être venu sur cette chaîne. Si vous aimez ce que vous entendez, laissez un like et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines histoires de cette vieille dame. Dites-moi dans les commentaires de quelle région de France vous regardez cette vidéo. J'imagine tous les coins différents où cette histoire va arriver, et cela me réchauffe le cœur. Je suis née en 1951 dans une petite maison en pierre, au cœur de la campagne drômoise. Mon père, Sébastien, travaillait au champ. Il cultivait les légumes et les céréales. Ma mère, Raymonde, lavait le linge des habitants du village et faisait de la couture qu'elle vendait au marché. Nous étions pauvres, mais il ne nous manquait jamais ni la nourriture sur la table ni l'amour dans la maison. J'ai grandi avec 5 frères et sœurs, 3 garçons et 3 filles. J'étais la deuxième de la fratrie. Dès mon plus jeune âge, j'ai appris à m'occuper des plus petits, à cuisiner et à nettoyer. Je n'ai fréquenté l'école que jusqu'au certificat d'études. Après cela, mon père répétait qu'une femme n'a pas besoin de beaucoup d'instructions, juste ce qu'il faut pour ne pas se faire avoir dans la vie. Mes frères, eux, ont étudié autant qu'ils le voulaient. L'odeur de mon enfance, c'était celle des haricots qui mijotaient, de la terre mouillée après la pluie et de la fumée de la cheminée. Nous nous réveillions au chant du coq et nous dormions quand la lampe à pétrole s'éteignait. Il n'y avait pas d'électricité ni d'eau courante. L'eau venait du puits et le bain se prenait dans une bassine. C'était la vie que je connaissais, et je ne savais rien d'autre. J'ai eu mes premières règles à 12 ans. Ma mère m'a dit, « Maintenant, tu es une jeune fille. Il faut faire attention aux hommes. » Elle n'a rien expliqué de plus. J'ai cru que j'allais mourir de peur et de saignement. Ce sont mes amis plus âgés qui m'ont expliqué certaines choses, à voix basse, avec honte et des mots incomplets. Mon père était strict, mais jamais violent. Il avait cette manière sérieuse des hommes de son époque, pensant que montrer de l'affection était un signe de faiblesse. Mais je savais qu'il nous aimait, à sa façon maladroite. Ma mère, elle, était douce. Elle nous embrassait, chantait et racontait des histoires le soir. Tout a commencé à changer quand j'ai eu 16 ans. Soudain, les garçons ont commencé à me regarder autrement, au marché, à l'église ou pendant les fêtes de la Saint-Jean. J'étais mince, brune, les cheveux longs jusqu'à la taille. Rien d'extraordinaire, mais dans ce petit village, toute jeune fille nouvelle attirait l'attention. C'est à la Saint-Jean de 1967 que j'ai rencontré Jean. Il venait de Montélimar, la ville voisine, avec des amis pour la fête. Grand et fort, il travaillait dans le bâtiment, avait 22 ans et un sourire qui me faisait oublier jusqu'à mon nom. « Mademoiselle, voulez-vous danser ?» a-t-il demandé en tendant la main tandis que l'orchestre jouait. J'ai regardé mon père, qui hocha discrètement la tête. À cette époque, une jeune fille bien élevée ne sortait même pas seule jusqu'au coin de la rue. Feu de joie, accordéon, l'odeur des épis de maïs grillés et du vin chaud. J'ai dansé avec Jean jusqu'à ce que la sueur coule et que mes pieds me fassent mal. Quand il m'a ramené près de ma famille, j'ai su que quelque chose avait changé en moi. « Puis-je venir vous rendre visite dimanche ?» a-t-il demandé avant de partir. Ce dimanche-là, Jean est arrivé à la maison habillé de son plus beau costume, cheveux peignés, avec un paquet de bonbons pour ma mère. Il a parlé avec mon père du travail, du football et de la vie. Il a plu à mes frères plus jeunes avec des plaisanteries et de petits jeux. Ma mère a servi le café, et il l'a complimenté comme si c'était la meilleure chose qu'il ait jamais goûtée. Les fiançailles ont commencé ainsi, avec des visites le dimanche, toujours supervisées. Jean s'asseyait au salon et moi sur la chaise à côté, respectant la distance, avec des conversations formelles. Parfois, il apportait un petit cadeau simple, un ruban pour les cheveux, un fruit qu'on ne trouvait pas chez nous, un petit carnet pour que j'écrive. « Jacqueline, ce garçon semble bien », commenta mon père après quelques mois. « Mais vas-y doucement. Les hommes promettent beaucoup avant le mariage et changent après », ajouta-t-il. J'aurais dû écouter mon père avec plus d'attention. Les 6 premiers mois, Jean était attentionné, patient et respectueux. Il me parlait de ses rêves. Il voulait devenir chef de chantier un jour,
avoir sa propre maison et fonder une famille. Il me racontait l'histoire de son père, Albert, veuf depuis de nombreuses années, un homme respecté dans leur communauté et propriétaire d'un petit commerce. Mon père a élevé 3 fils seuls, disait Jean avec fierté. Il n'a jamais voulu se remarier et répétait qu'aucune femme ne remplacerait sa mère. Je trouvais beau ce respect pour la mémoire de sa mère. Je ne savais pas ce que cette histoire cachait. J'ai rencontré Albert le jour où Jean m'a emmené pour présenter sa famille. C'était un dimanche. J'avais fait un gâteau au maïs pour lui faire plaisir. Albert était un homme imposant, plus grand que Jean, cheveux grisonnants, mains grandes et calleuses. Il avait un regard pénétrant qui semblait voir à travers les gens. « Alors, c'est la demoiselle qui occupe la tête de mon fils », dit-il en me dévisageant de haut en bas. J'ai eu un frisson. Ce n'était pas le regard d'un beau-père faisant connaissance avec sa belle-fille. C'était le regard d'un homme évaluant une marchandise. J'ai baissé les yeux, comme on m'avait appris qu'une jeune fille bien élevée devait le faire. Maintenant, je sais que j'aurais dû faire confiance à mon instinct et fuir de là. La visite était étrange. D'Albert posait une multitude de questions. Si je savais cuisiner, nettoyer, coudre, si j'étais une fille respectable, si j'avais l'intention d'avoir beaucoup d'enfants. Jean était gêné mais ne contestait pas son père. Ses frères semblaient habitués à ce comportement, presque ennuyés. « Papa, c'est une bonne fille », a tenté d'intervenir Jean. « Elle vient d'une famille respectable. »« Je fais juste connaissance avec celle qui va entrer dans la famille », a répondu d'Albert sèchement. « Une femme doit connaître sa place dès le début. » Je suis rentrée à la maison inquiète, mais je n'ai rien dit à mes parents. J'ai pensé que c'était juste la manière d'être d'un homme plus âgé, issu d'une ancienne éducation. Quelle erreur! Les fiançailles ont continué, et Jean a demandé ma main 1 an plus tard. J'avais 17 ans quand nous nous sommes fiancés. Les fiançailles ont été simples. Une petite fête chez nous, avec un gâteau fait par ma mère, de la limonade partagée en plusieurs verres, tous les voisins présents. Mes parents ont donné les petites économies qu'ils avaient pour aider au trousseau. J'en avais déjà réussi à louer une petite maison à Valence. Elle était modeste, seulement 2 pièces, mais c'était le début de notre rêve. Je me suis mariée en janvier 1969. Je venais d'avoir 18 ans. Ma robe blanche était simple, cousue par ma mère et mes tantes. Le voile avait été emprunté à une cousine. Le bouquet de fleurs des champs avait été cueilli le matin même du mariage. La cérémonie a eu lieu dans la petite église du village. Petite, mais pleine. Dans un village de campagne, un mariage est un événement pour tous. D'Albert est arrivé avec ses 2 autres fils. Pendant toute la cérémonie, j'ai senti son regard sur moi. Comme s'il évaluait si j'étais digne de son fils. Aucun sourire, aucun geste d'approbation. Juste ce regard froid et calculateur qui me suivait à chaque instant. À la fête après la cérémonie, d'Albert avait bu plus que tous. Pas ivre au point de tomber, mais ce genre d'homme qui devient bavard, qui dit tout ce qu'il pense vraiment. À un moment, il s'est approché de Jean et moi. « Maintenant, tu as des responsabilités, mon garçon », a-t-il dit en serrant l'épaule de son fils avec force. Une femme, c'est comme un animal. Il faut la tenir en bride dès le début, sinon elle prend le dessus. J'en ai rien dit. J'ai fait semblant de ne pas entendre, comme toutes les femmes de cette époque étaient dressées à le faire. J'ai avalé ces mots avec le gâteau de mariage. La nuit de noces a été, comme beaucoup à cette époque, effrayante, douloureuse, pleine d'ignorance des 2 côtés. J'en avais pas l'intention d'être cruelle, mais il ne savait pas quoi faire, à part reproduire ce qu'il voyait ou entendait chez les autres hommes. Je ne savais rien non plus, sauf ce que les femmes plus âgées murmuraient aux fiancés, « couche-toi et supporte ». Je me suis réveillée le lendemain en tant qu'épouse, femme mariée, maîtresse de maison. La vie qui m'attendait semblait tracée, m'occuper de la maison, du mari, avoir des enfants, répéter le cycle que je voyais autour de moi. Les premiers mois ont été d'adaptation. J'en travaillais du lundi au samedi, partais avant le lever du soleil et revenais quand la nuit était déjà tombée. Je m'occupais de la maison, faisais la cuisine, lavais le linge. Parfois, je faisais de la broderie pour la vendre et aider aux revenus. Mais je n'aimais pas beaucoup. J'en disais que cela donnait l'impression qu'il ne parvenait pas à subvenir aux besoins de la maison. Une fois par mois, nous rendions visite à d'Albert. Ces visites étaient toujours une épreuve pour moi. Il inspectait la maison de son fils d'un œil critique, passait le doigt sur les meubles à la recherche de poussière, examinait les casseroles pour voir si elles étaient bien récurées. « On reconnaît une femme à la cuisine qu'elle tient », disait-il comme si je n'étais pas là.
Quand je n'étais pas présente, d'Albert faisait des commentaires qui me mettaient mal à l'aise. Une bonne épouse aurait déjà donné un petit-fils à tenir, ou elle est trop maigre. Les hommes aiment de la chair à saisir. J'avalais tout en silence. C'était le père de mon mari. Il méritait le respect. C'est ce qu'on m'avait enseigné. Et puis, j'avais peur. Peur de lui, de ce regard froid, de ses grandes mains, de l'autorité qu'il imposait. Les choses ont commencé à devenir étranges quand je suis tombée enceinte, à la fin de 1969. Jean était ravi, me traitait comme si j'étais faite de cristal. Mais d'Albert, quand il l'a su, est venu en visite, chose qu'il ne faisait jamais. Il attendait toujours qu'on vienne chez lui. « Maintenant, tu es une femme complète », a-t-il dit en regardant mon ventre encore plat. « J'espère que ce sera un garçon. Il y a déjà trop de femmes dans ce monde. » La grossesse a été difficile. Nausées constantes, faiblesse, douleurs qui allaient et venaient. Le médecin du village répétait que c'était normal, que mon corps jeune devait s'adapter. Jean s'inquiétait, mais il devait travailler. J'ai passé la plupart de ces mois seule, gérant les malaises comme je pouvais. D'Albert a commencé à venir plus souvent, apportant des cadeaux pour le bébé, un berceau en bois qu'il avait fabriqué lui-même, de petits vêtements gardés de ses fils, un cheval à bascule au cas où ce serait un garçon. Toujours quand j'en étais pas là, toujours avec ce regard qui me mettait mal à l'aise. Une fille enceinte a besoin de soins, disait-il. Mon fils travaille beaucoup, il ne peut pas toujours être là. Lors d'une de ses visites, au 5e mois, il a apporté une bouteille de vin maison pour donner des forces. J'ai refusé, mais il a insisté. Une femme enceinte a besoin de sang fort. J'ai accepté un petit verre pour ne pas paraître ingrate. Le goût était étrange, amer, trop fort. 2 heures plus tard, des douleurs violentes m'ont saisi. Le sang coulait. J'ai crié, hurlé, jusqu'à ce qu'une voisine entende. J'ai perdu le bébé cette nuit-là. Le médecin a dit que ça arrive, que beaucoup de femmes perdent le premier. Personne n'a questionné le vin. Moi non plus, à l'époque. Ce n'est que des années plus tard, en repensant, que toutes les pièces se sont assemblées. Jean était effondré, mais il s'est vite relevé, comme font les hommes. On va réessayer, disait-il. Dieu sait ce qu'il fait. D'Albert est venu à l'enterrement du bébé avec une expression solennelle. Mais ses yeux ne montraient aucune tristesse. Il y avait presque du soulagement. C'est après cela que j'ai remarqué le changement chez Jean. Au début, ce n'était que de petites critiques, l'assaisonnement des plats, le rangement de la maison. Puis le ton a changé. Il s'est mis à boire plus, à rentrer plus tard. Les critiques sont devenues des cris. La première gifle est venue quand j'ai demandé où il avait passé la nuit. Forte, brutale, me projetant contre le mur. « Ma femme ne me questionne pas », a-t-il craché entre ses dents. « Apprends ta place. » J'ai pleuré toute la nuit dans la salle de bain, un linge sur la bouche pour qu'il n'entende pas mes sanglots. Le matin, Jean agissait comme si rien ne s'était passé. Moi aussi, j'ai fait semblant, comme tant de femmes avant moi. Cette gifle n'était que le début. Bientôt vinrent les poussées, les coups, toujours après trop d'alcool, toujours suivis de repentir le lendemain matin. Des fleurs cueillies sur le chemin, des promesses de ne plus recommencer, des larmes masculines rares et précieuses qui me convainquaient qu'il regrettait vraiment. Je pardonnais, parce que c'est ce que faisaient les femmes, parce que je n'avais nulle part où aller, parce que je croyais que l'amour avait ses parts d'ombre et de lumière. D'Albert savait, j'en suis sûre. Lors de ses visites, il observait mes bleus mal dissimulés sous de longs vêtements, même par forte chaleur, même avec l'épaisse poudre que j'utilisais pour cacher les marques. Une femme doit savoir plaire à son mari, commentait-il, un sourire cruel au coin des lèvres. Quand elle ne plaît pas, elle reçoit une correction. En 1972, je suis tombée enceinte de nouveau. Cette fois, Jean a réduit l'alcool. Les agressions ont cessé, temporairement. D'Albert s'est tenu à distance pendant ces mois, et j'ai ressenti un soulagement fragile. La grossesse fut plus tranquille. En octobre, notre fille Marianne est née, belle, parfaite, avec les yeux de son père et mes cheveux foncés. Jean avait espéré un garçon, mais il s'est vite pris d'affection pour sa fille. D'Albert, lui, à peine un regard pour le bébé. Les filles ne donnent que des ennuis, a-t-il dit. Une bouche à nourrir qui ne rapporte rien. Avec Marianne, j'ai trouvé une nouvelle force. Je ne laissais plus Jean me frapper devant elle, même bébé. Il respectait cela, emportant ses explosions dans une autre pièce. Mais la tempête grondait toujours, quelque part, prête à éclater. Notre vie continua ainsi pendant 2 ans de plus, Jean travaillant, buvant, alternant entre mari affectueux et agresseur, moi,
invisible, occupé de la maison et de notre fille. D'Albert nous rendait visite chaque mois, toujours avec ses regards perçants, ses commentaires glacials, cette aura qui me donnait envie de verrouiller toutes les portes. Puis vint 1974. Tout changea pour toujours. Jean venait de fêter ses 29 ans, j'avais 23 ans. Marianne avait presque 2 ans. Un vendredi comme les autres. Jean était parti tôt, promettant de rentrer pour emmener Marianne voir les feux d'artifice. La journée passa. La nuit tomba. Il ne revenait pas. L'horloge marqua 21 heures. Jean dormit Marianne, promettant à sa fille que son père l'emmènerait voir les feux le lendemain. Elle s'endormit en pleurant. À minuit, quelqu'un frappa à la porte. Théo, l'ami de Jean, le visage pâle, les mains tremblantes. Jacqueline, un accident, sur le chantier. Ces mots semblaient venir de loin, comme parler sous l'eau. Un échafaudage s'était effondré. Jean était tombé du 3e étage. Mon monde s'écroula à cet instant. Je ne me souviens pas bien du trajet à l'hôpital. Je sais qu'une voisine était restée avec Marianne. Je sais que j'ai pleuré tout le long, priant toutes les prières que je connaissais. Mais à mon arrivée, Jean était déjà parti. Il n'a pas eu de chance, dirent les médecins. Morte instantanée. Il n'a pas souffert. Comme si c'était une maigre consolation pour une veuve de 23 ans avec une petite fille. J'ai regardé le corps couvert d'un drap blanc. Et je n'ai pas reconnu l'homme avec qui j'avais partagé 5 ans de ma vie. Le visage devant moi avait changé, marqué par la chute, mais ses mains restaient celles qui m'avaient tant caressé et blessé. Je me suis mise à pleurer pour tout, pour les visages croisés à la fête de la Saint-Jean, pour l'homme tendre qu'il était parfois, même pour celui qui frappait et regrettait le lendemain. J'ai versé des larmes pour l'avenir qui ne viendrait jamais, pour toutes les promesses qu'il avait faites, pour les jours où tout devait s'améliorer. Les jours suivants, je vivais dans un brouillard, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. L'enterrement fut rapide, sans faste. Nous n'avions pas les moyens d'organiser quelque chose de plus solennel. D'Albert s'est chargé de tout, payant les frais et orchestrant la cérémonie avec un contrôle froid, comme s'il rendait hommage à un inconnu plutôt qu'à son propre fils. La vie continue, a-t-il dit au cimetière pendant que le cercueil descendait dans la terre. Toi et la petite, vous pouvez compter sur moi. À ce moment-là, ces mots semblaient bienveillants, un point d'ancrage au milieu du chaos dans lequel je me noyais. Je ne savais pas encore ce que cette offre signifiait réellement. Je suis rentrée chez moi avec Marianne dans un silence lourd, chaque coin de la maison gardant encore l'odeur de Jean, ses vêtements suspendus sur le fil que j'avais lavé la veille. La vie avait été rude à ses côtés, mais au moins je n'étais pas seule. Maintenant, il ne restait que ma fille et moi dans ce monde. Je n'avais ni travail ni économie. Je n'avais jamais eu la liberté de travailler dehors, et mes quelques revenus provenant de la broderie suffisaient à peine pour acheter le matériel nécessaire à continuer. Le loyer allait tomber dans une semaine et le propriétaire était déjà passé, offrant ses condoléances tout en rappelant que les affaires restent les affaires. C'est à ce moment-là que d'Albert est revenu avec une proposition. « Viens habiter chez moi », dit-il, installé dans mon salon 3 jours après l'enterrement. La maison était grande, avec des chambres laissées vides depuis le départ des garçons. « Marianne aura de meilleures conditions ici », ajouta-t-il. J'ai hésité. Il y avait quelque chose dans cette invitation qui me mettait mal à l'aise, le même frisson que j'avais ressenti lors de notre première rencontre. Mais que pouvais-je faire d'autre ? Revenir à Valence n'était pas une option, je n'avais plus de famille ni d'amis proches après toutes ces années. Ce ne sera que temporaire, jusqu'à ce que tu retrouves tes repères, lui ai-je dit. Bien sûr, a-t-il répondu trop vite, juste le temps que tu te remettes de ce malheur. Une semaine plus tard, Marianne et moi avons emménagé chez d'Albert. Il vivait dans une ferme isolée à la sortie de la ville, entourée de champs de légumes. La maison était simple mais vaste, 3 chambres, un grand salon, une cuisine avec cuisinière à bois, une cour spacieuse avec poules et une vache laitière. Le commerce qu'il gérait se trouvait à l'avant, donnant sur la route principale. Les premiers jours furent calmes. D'Albert partait tôt pour le commerce, revenait pour le déjeuner que je préparais, puis repartait jusqu'à la tombée de la nuit. Il restait poli, gardait ses distances, passait peu de temps avec Marianne, et ne montrait plus la facette inquiétante des premières rencontres. Je m'occupais de la maison, cuisinais, lavais, repassais. Marianne jouait dans la cour, fascinée par les animaux et par l'espace qu'elle découvrait pour la première fois. Peu à peu, la douleur de la perte laissait place à la routine, à la nécessité d'avancer. J'ai commencé à chercher du travail, proposant mes services de couture et de broderie aux clients du commerce. C'était modeste,
Mais je mettais déjà de côté quelques pièces, cachées dans une boîte à biscuits, économisant pour notre nouveau départ. Les changements chez d'Albert ont commencé dès le premier mois. Au début subtil, un regard insistant pendant le dîner, un compliment étrange sur la façon dont ma robe épousait mon corps, des questions sur la dernière fois où Jean et moi avions partagé la nuit. Une jeune femme comme toi doit avoir des besoins, a-t-il murmuré un soir, après que Marianne soit déjà endormie. J'ai fait semblant de ne pas saisir le sous-entendu. J'ai remercié pour le dîner et me suis retirée dans la chambre, verrouillant la porte comme j'avais pris l'habitude de le faire. Un malaise sourd grandissait en moi, mais je me persuadais que c'était mon esprit qui jouait des tours, que je voyais des intentions là où il n'y en avait pas à cause du deuil et de ma peur de rester seule. La première tentative plus directe est survenue 2 mois après notre installation. Marianne avait de la fièvre et j'avais veillé toute la nuit à ses côtés. Le matin, d'Albert s'est proposé d'aller chercher des médicaments en ville. « Repose-toi un peu, je vais surveiller la petite », a-t-il dit à son retour. Épuisée, j'ai accepté et me suis endormie presque aussitôt dans ma chambre. Je me suis réveillée avec le matelas qui s'affaissait à côté de moi, un poids sur ma poitrine. D'Albert, torse nu, son souffle d'alcool envahissant mon visage, était là. Doux silence, a-t-il chuchoté, une main sur ma bouche. Tu ne veux pas réveiller la petite, n'est-ce pas? J'ai lutté de toutes mes forces, me débattant, mordant, griffant. La surprise m'a donné un bref avantage. J'ai réussi à le repousser, courir jusqu'à la chambre de Marianne et verrouiller la porte derrière moi. Il n'a pas insisté ce jour-là, restant de l'autre côté, respirant lourdement. Ce n'était qu'un malentendu, a-t-il dit enfin. Pas besoin de faire tout un drame. J'ai passé l'après-midi enfermée avec Marianne, terrifiée. Lorsque d'Albert est sorti pour aller au commerce, j'en ai profité pour prendre de l'eau, de quoi manger, et préparer notre nuit barricadée dans la chambre. Le soir, il a frappé à la porte, voix posée, comme si rien ne s'était passé. « Jacqueline, ne sois pas sur la défensive. Parlons comme des adultes. C'était une impulsion, ça n'arrivera plus. » Je n'ai rien répondu. Marianne dormait contre moi, sa fièvre enfin retombée. Je priais pour l'aube, pour la chance de fuir ce cauchemar. À l'aube, la porte s'est ouverte. J'avais oublié qu'il possédait un double de toutes les clés. Je me suis réveillée avec lui déjà dans la chambre, avançant vers le lit où nous dormions toutes les deux. « Si tu cries, tu effraieras la petite », a-t-il averti, voix étrangement maîtrisée. « Viens dans l'autre chambre, on va régler ça comme des adultes. » J'ai regardé ma fille endormie. La peur de la réveiller était plus forte que ma propre terreur. Je me suis levée en silence et l'ai suivie jusqu'à sa chambre. Ce qui s'est passé cette nuit-là, je n'ai pas le courage de le raconter en détail, même après tant d'années. Je peux seulement dire que ce fut le début d'un cauchemar de semaine, que je suis revenue auprès de ma fille en sachant qu'une partie de moi était morte dans cette pièce. Le matin, d'Albert a agi comme si de rien n'était. Il a pris son café, est parti au commerce, revenu pour le déjeuner. La seule différence était ce sourire satisfait, ce regard de celui qui savait qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. « Ça restera notre secret », a-t-il dit lorsque nous nous sommes retrouvés seuls. « Personne ne te croirait de toute façon. Une jeune femme qui vit chez son beau-père et accuse maintenant, tout le monde pensera que c'est un stratagème pour garder la maison. » Et il avait raison. Qui pourrait croire une jeune veuve sans le sou contre un homme établi, respecté dans toute la communauté? Même s'il croyait que je ne ferais rien, que serait-il advenu de Marianne et de moi? Où aurions-nous pu aller? J'ai commencé à barricader la porte de la chambre avec des chaises, des tables, tout ce qui me tombait sous la main. Mais il trouvait toujours un moyen, toujours une excuse parfaite pour Marianne, pour les voisins, pour quiconque entendrait mes sanglots nocturnes. « Ta maman est triste parce qu'elle pense à papa », disait-il à Marianne lorsque la petite demandait pourquoi je pleurais autant. J'ai tenté de fuir 2 fois. La première fois, il m'a retrouvée sur la route, Marianne dans les bras, notre petit paquet de vêtements sur le dos. Il m'a ramenée de force, et la petite pleurait sans comprendre. « Essaie encore et la petite reste avec moi », m'a-t-il menacé quand nous étions seuls. J'ai des amis dans la justice. J'ai de l'argent pour un avocat. Toi, tu n'as rien. La deuxième tentative m'a menée jusqu'à l'arrêt d'autobus. Je montais dans le bus pour Lyon quand il est apparu, accompagné du commissaire de la ville. « C'est ma belle-fille », a-t-il expliqué. « Elle ne va pas bien depuis la mort de mon fils. Elle essaie d'emmener ma petite. » Le commissaire, ami de longue date de d'Albert, m'a regardé avec pitié. « Il vaut mieux rentrer à la maison, madame. L'enfant a besoin de stabilité, »
m'a-t-il dit. C'est à ce moment que j'ai compris qu'il n'y avait pas de sortie, que personne ne viendrait à mon secours, que ce cauchemar ne finirait que lorsque lui le déciderait. La 3e semaine dans cet enfer, d'Albert avait bu plus que de coutume. La récolte avait été bonne, le commerce prospérait. Il célébrait seul pendant que je couchais Marianne. Cette nuit-là, lorsqu'il est entré dans ma chambre, il était plus brutal que d'habitude. Il ne s'est pas contenté de l'agression habituelle. Il voulait blesser, humilier, laisser des marques. Il m'a frappé avec force lorsque j'ai tenté de résister, m'a projeté contre le mur, m'a tiré par les cheveux. Exactement comme la mère de Jean, a-t-il murmuré pendant qu'il m'agressait. Elle aussi, disait-il, s'était montrée difficile au début. Cette révélation m'a glacé au milieu de la douleur. La mère de Jean, qu'il disait irremplaçable et respectée, aurait donc traversé le même enfer. Pour la première fois, je n'ai pas réussi à contenir mes cris. La douleur était trop forte, le désespoir trop profond. Marianne s'est réveillée et est venue à la porte en appelant « Maman, maman a mal. »« Va-t'en, petite » a crié d'Albert. J'ai entendu ses petits pas courir, effrayé. Cela a réveillé quelque chose en moi, une colère que je ne savais pas posséder. Ma fille ne grandirait pas en voyant sa mère détruite ainsi. Elle ne croirait pas que c'était normal. Dans un élan de rage, j'ai réussi à me libérer. J'ai couru vers la cuisine juste derrière lui, trébuchant sur sa propre ivresse. J'ai attrapé la première chose à porter, une casserole en fer encore chaude du dîner. Quand il m'a rattrapé, titubant, ce sourire horrible aux lèvres, j'ai frappé de toutes mes forces. La casserole a heurté le côté de sa tête dans un fracas que je n'oublierai jamais. D'Albert est tombé d'abord à genoux, puis sur le côté. Il ne bougeait plus. Je suis resté là, la casserole encore en main, fixant le sang qui s'étalait lentement sur le sol de ciment. Je ne ressentais rien, ni remords, ni soulagement, ni peur, juste un vide profond. Marianne est apparue à la porte de la cuisine, les yeux grands ouverts, terrifiée. « Grand-papa a mal aussi » a-t-elle murmuré. J'ai lâché la casserole et me suis précipité vers elle. J'ai couvert ses yeux. « Grand-papa dort, mon amour. On va dans ta chambre. Maman va arranger les choses et on va voyager. » Je l'ai mise au lit, parlant doucement d'un voyage, d'une grande ville que nous découvririons, tandis qu'elle se rendormait peu à peu. Mon esprit tournait à toute vitesse. Que faire maintenant ? Je suis retournée dans la cuisine. D'Albert restait immobile, le sang formant une flaque de plus en plus large. J'ai cherché son pouls. Rien, aucun signe de vie. J'avais tué mon beau-père, l'homme qui m'avait agressé pendant des semaines. L'homme qui, je le comprenais maintenant, avait probablement infligé le même enfer à la mère de Jean des années auparavant. L'homme respecté de tous, que personne ne remettrait jamais en question. Je ne pouvais pas appeler la police. Qui croirait ma version ? Une veuve qui tue le beau-père qui lui avait donné asile ? Il m'aurait emprisonné pour toujours. Et Marianne ? Que serait-il advenu d'elle ? Alors j'ai pris une décision qui allait bouleverser nos vies pour toujours. J'ai traîné le corps d'Albert jusqu'à la cour, jusqu'à la porcherie où il élevait 2 cochons, grands et affamés, qu'il nourrissait avec des restes. « Pardonne-moi » ai-je murmuré, non pas à lui, mais à une force supérieure qui pourrait m'entendre. Je n'avais pas d'autre choix. J'ai poussé le corps par-dessus la clôture improvisée. Les cochons se sont approchés, d'abord curieux, puis je me suis détournée, incapable de regarder plus longtemps. Mais je ne suis pas partie. Je devais être sûre. Je suis rentrée. J'ai lavé la cuisine comme jamais auparavant. J'ai frotté le sol, les murs, tout ce qui pouvait avoir été éclaboussé de sang. J'ai brûlé mes vêtements tachés. J'ai pris un bain jusqu'à ce que ma peau me brûle. J'ai préparé une petite valise avec nos affaires les plus importantes. J'ai pris l'argent que j'avais trouvé dans la maison, pas beaucoup, mais suffisant pour recommencer ailleurs. Au premier rayon de soleil, j'ai réveillé Marianne. On va voyager maintenant. On va découvrir de nouveaux endroits. Et grand-papa ? Grand-papa reste pour s'occuper de la maison. On lui enverra une lettre plus tard. Nous sommes partis jusqu'à la route et avons attendu le premier autobus. Lyon était notre destination la plus logique, une grande ville où personne ne nous connaîtrait, où nous pourrions disparaître. Alors que l'autobus quittait cet endroit, je me suis penchée à la fenêtre et j'ai regardé une dernière fois. La maison disparaissait peu à peu au loin. Le commerce, la cour où j'avais laissé enterrer non seulement le corps de mon beau-père, mais aussi une part de moi-même. Marianne dormait sur mes genoux pendant tout le trajet, innocente, inconsciente de ce que nous laissions derrière nous. Moi,
Je restais éveillée, les yeux grands ouverts, mais incapable de voir le paysage défiler. Seules les images de sang, les yeux vitreux de d'Albert et la casserole dans ma main hantaient mon esprit. Ce que j'avais fait me pesait, mais je ne le regrettais pas. J'avais protégé ma fille, survécu, et pour la première fois depuis la mort de Jean, je reprenais le contrôle de ma vie. L'autobus avançait vers Lyon, moi vers un avenir incertain. Mais enfin, c'était un avenir que je choisirais moi-même. Je portais avec moi le poids de mes actes, mais aussi la détermination de ne plus jamais être une victime. Ce que j'ignorais, c'est que Lyon avait ses propres épreuves, que la reconstruction de ma vie ne faisait que commencer et que le fantôme de d'Albert continuerait à me suivre plus longtemps que je ne l'avais imaginé. Nous sommes arrivés à Lyon par un après-midi étouffant de 1974. La gare grouillait de monde, de bruit, d'odeurs inconnues pour celles qui venaient de la campagne. Marianne, serrée contre mon cou, tremblait devant ce tumulte. Moi, je traînais notre petite valise, moins de 500 francs en poche, le cœur lourd de tout ce que j'avais laissé derrière. « Où va-t-on dormir, maman » demanda Marianne, ses yeux fatigués après 6 heures de voyage. « Bonne question. » Je ne connaissais personne dans la ville. Rien n'était prévu au-delà de cette fuite. Dans ma tête, l'essentiel était de sortir de cet enfer. Le reste, je trouverais comment le résoudre. Une dame assise à côté de nous dans l'autobus, Madame Delval, cheveux grisonnants et visage doux, aperçut mon désarroi. « Mademoiselle, vous cherchez où rester ?» demanda-t-elle. J'ai secoué la tête, retenant mes larmes. Épuisée, terrorisée, sans aucun repère, je ne savais quoi répondre. Je connais une pension modeste dans le Vieux-Lyon. Ce n'est pas du luxe, mais c'est propre. La propriétaire est une bonne femme. Peut-être acceptera-t-elle de baisser le prix pour quelqu'un qui arrive avec un enfant. Nous avons suivi Madame Delval dans un bus urbain bondé, puis serpenté à travers les ruelles escarpées du Vieux-Lyon. La ville m'a effrayée autant qu'elle m'a fascinée. Des façades aux couleurs éclatantes, certaines majestueuses, d'autres tombant en ruine, des sons de musique s'échappant de partout, des gens sur les trottoirs, aux fenêtres, aux coins de rue, un monde si différent de la tranquillité de la campagne que je connaissais. La pension se trouvait dans un immeuble ancien, aux murs écaillés, escaliers en bois grinçant à chaque pas. Madame Zélie, la propriétaire, portait les marques du temps sur son visage et un regard capable de lire au-delà des apparences. « Vous fuyez votre mari, ma fille ?» demanda-t-elle quand nous restâmes seuls. « Mon beau-père » répondis-je, avant de regretter immédiatement cette confidence. Elle hocha la tête, sans poser plus de questions, habituée à ce que certains secrets restent méconnus. La chambre était minuscule, un lit simple posé au sol, une armoire qui fermait mal, mais elle possédait une fenêtre laissant passer la brise du fleuve et était parfaitement propre. Pour celle qui portait le poids que je portais, c'était un petit palais. Les premiers jours furent une période d'adaptation. Lyon était un univers à part. La chaleur persistante, l'humidité, le rythme effréné, les mots parfois incompréhensibles. Marianne s'adaptait plus vite, fascinée par les couleurs, les sons, le mouvement constant. Madame Zélie m'aida à trouver du travail dans une usine de confection du quartier industriel. Le salaire était modeste, mais au moins il était déclaré. Je me levais à 5 heures du matin, confiant Marianne à Madame Zélie qui demandait presque rien en échange, puis prenait 2 bus pour atteindre l'usine. Le travail était exténuant, 10 à 12 heures penchées sur la machine à coudre, répétant les mêmes gestes, les oreilles assourdies par le vacarme des machines, respirant la poussière de tissu qui s'accumulait partout. Le soir, je rentrais, le corps douloureux, les doigts percés par les aiguilles, les yeux brûlants. Marianne dormait déjà à mon arrivée. Les week-ends, je tentais de compenser en l'emmenant se promener, à la plage du Rhône ou au parc de la Tête d'Or, des lieux gratuits ou presque, ne coûtant que le prix du transport. « Vous êtes très réservé », observa un dimanche Élie en m'observant tresser les cheveux de Marianne. « Vous ne parlez jamais du passé, de votre famille. »« Je n'ai pas de famille », répondis-je simplement. Il n'y a qu'elle et moi. La vie suivait un rythme précaire, mais nous étions en sécurité, ou du moins, je le croyais, jusqu'au 3e mois à Lyon. C'était un dimanche étouffant d'octobre. Nous revenions de la plage, Marianne sautillant devant moi, quand je remarquai un journal posé sur le kiosque. Je n'avais pas l'habitude d'acheter le journal. Chaque centime comptait, mais le titre me paralysa. Fermier disparu, la police suspecte un meurtre. La moitié de la page était occupée par la photo de d'Albert, le regard sérieux fixé vers l'objectif.
Mes mains tremblaient alors que je prenais le journal, ignorant les protestations du vendeur. L'article relatait la stupéfaction de la communauté face à la disparition du commerçant respecté. La police enquêtait pour meurtre après la découverte de taches de sang dans sa cuisine. Et pire encore, il mentionnait la fuite mystérieuse de la belle-fille et de la petite peu après les faits. Le dernier paragraphe précisait « La police recherche Jacqueline Ferrat pour témoignage ». J'ai laissé tomber le journal, pris Marianne dans mes bras et couru jusqu'à la pension. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. « Il faut qu'on parte d'ici », ai-je dit à Madame Zélie dès que nous avons franchi la porte. « Qu'est-ce qui se passe, petite ? On dirait que tu as vu un fantôme. » Je ne pouvais pas expliquer, pas même à cette femme qui avait été si bonne pour nous. Je ne pouvais pas révéler ce que j'avais fait. « Mon beau-père, il va me retrouver. Il va me ramener, murmurai-je. Ce n'était pas totalement faux. S'il me retrouvait, ce serait la prison, pas chez lui. Madame Zélie n'a pas insisté. Elle nous a aidés à faire une petite valise, à me donner un peu plus d'argent que nécessaire pour s'occuper de Marianne. Et maintenant, où allez-vous ? Je secouai la tête. Je ne sais pas, peut-être un autre département. Sans nouveaux papiers, il nous retrouverait où que nous allions. Elle connaissait quelqu'un pour nous aider, mais ça avait un coût. Presque toutes mes économies des 3 derniers mois ont servi à payer un homme voûté qui sentait la cigarette et l'eau de vie. Il est venu à la pension dans la nuit avec des papiers falsifiés. Maintenant, vous êtes Marie-Louise Siva, dit-il en me tendant l'acte de naissance et la carte d'identité toute neuve. La petite sera Anne Luce. Gardez bien ces noms. N'utilisez jamais les anciens, même seuls. J'ai quitté l'usine le lendemain, perdant mon indemnité, mais je ne pouvais pas prendre le moindre risque. Nous avons quitté le vieux lion et la gentille Madame Zélie. La vie que j'avais commencé à reconstruire s'effaçait derrière nous. Nous avons trouvé refuge à Vahan-Vélin, louant une petite chambre au fond d'une maison d'ouvriers. Les mois suivants furent hantés par une paranoïa constante. Chaque voiture de police, chaque regard insistant, chaque question sur mon passé me glaçait de peur. Je dormais mal, mangeais peu, et mes côtes devenaient visibles sous ma maigreur. J'ai trouvé du travail comme femme de ménage chez une famille bourgeoise à Bellecour. Le salaire était inférieur à celui de l'usine, mais je pouvais emmener Marianne avec moi. La patronne, Madame Elsa, était exigeante mais juste. Son mari, le docteur Ricardo, apparaissait rarement à la maison. Quelle maison ? Nous n'avions plus de foyer réel. La petite chambre louée n'était qu'un lieu pour dormir. Les journées, nous les passions chez Madame Elsa, moi à nettoyer, cuisiner et laver, Marianne à jouer dans le jardin. Le soir, nous rentrions épuisés, tombions dans le lit que nous partagions, pour nous réveiller avant le lever du soleil et recommencer. Cette vie dura presque 1 an. La peur s'estompa peu à peu, laissant place à l'épuisement physique et au vide émotionnel. J'avais échappé à l'enfer avec d'Albert. Mais quel genre de vie offrais-je à ma fille ? En mai, Marianne a eu 4 ans. J'avais juste assez d'argent pour un petit cadeau et une fête. J'ai acheté un fondant au chocolat à la boulangerie, improvisé une bougie. Nous avons chanté « Joyeux anniversaire » toutes les deux dans notre petite chambre étouffante. « Je veux une poupée, maman » dit-elle, ses yeux brillants me rappelant tant d'innocence. « Au prochain anniversaire, ma chérie. »« Maman promet » répondis-je. La vie avait suivi ce rythme quelques mois encore, jusqu'au moment redouté de septembre. J'étais au marché avec Marianne, tentant d'acheter ce que notre maigre argent permettait, quand mon regard a croisé une affiche collée sur le panneau. Mon visage y figurait, esquissé à la main mais suffisamment reconnaissable. Recherché pour meurtre, disait le texte en lettres capitales, avec une récompense promise pour toute information. Le sol sembla se dérober sous mes pieds. Le paquet de haricots que je tenais tomba, répandant les grains sur le ciment. « Madame, ça va ?» demanda le marchand en s'approchant. « Oui » répondis-je, bien que la voix me trahissait. Je pris Marianne dans mes bras et m'éloignai sans oser regarder derrière moi. Je ne retournai pas à la petite chambre de Volsanvelin, ni chez Madame Elsa. Je marchai sans but précis dans la ville, Marianne se plaignant de fatigue et de faim, incapable de comprendre ce qui se passait. On joue à cache-cache, ma chérie, dis-je, avalant mon désespoir. On ne peut laisser personne nous retrouver. Quand la journée toucha à sa fin, épuisée par mes pas, nous arrivâmes sur une place du centre. Marianne s'endormit sur mes genoux, complètement vidée. Je restai là, à contempler les bateaux glissant sur le Rhône, imaginant un instant que nous pourrions embarquer et disparaître loin, recommencer ailleurs. Mais comment,
sans argent, sans papier à montrer, sans crainte, avec un enfant si petit? Où aller? Combien de temps avant qu'il nous retrouve? C'est alors que je pris une décision aussi douloureuse que nécessaire. Je ne pouvais plus continuer ainsi. Il fallait que j'affronte ce que j'avais fait, que je fasse face aux conséquences pour le bien de Marianne, qui méritait autre chose qu'une vie de fuite et de mensonges. Le lendemain matin, je lavai nos visages dans une fontaine publique. J'arrangeai nos vêtements du mieux possible et achetai un pain avec le dernier argent que j'avais. Nous allons rendre visite à une personne importante, expliquai-je à Marianne, qui engloutissait son morceau de pain comme si elle n'avait pas mangé depuis la veille. Nous marchâmes jusqu'au commissariat central, chaque pas pesant comme si j'avançais vers ma propre exécution. D'une certaine manière, c'était exactement cela. Puis-je vous aider? Demanda le policier à l'accueil, observant mon apparence négligée avec méfiance. Je suis Jacqueline Ferrados Santos, déclarai-je. La voix s'éleva à peine, fragile. Vous vous appelez Jacqueline Ferrados Santos? Vous êtes recherchée pour la disparition de d'Albert Santos? La reconnaissance brilla dans ses yeux quelques instants. En un instant, je me retrouvai entourée de policiers, séparée de Marianne qui criait mon nom, tandis qu'on me traitait comme une criminelle dangereuse. L'interrogatoire dura des heures. Je racontai tout depuis la mort de Jean, notre installation chez d'Albert, les agressions répétées, et enfin la nuit fatale. Avez-vous des preuves de ces agressions? Demanda le commissaire, un homme d'âge moyen aux yeux lourds d'avoir entendu toutes sortes d'histoires. Quelles preuves pouvais-je présenter? Sans témoin, sans cicatrice, juste ma parole contre la réputation d'un homme respecté par tous. C'était exactement comme d'Albert l'avait prédit, personne ne croirait jamais. Cette nuit-là, je dormis dans une cellule avec 3 autres femmes. Je ne savais pas où se trouvait Marianne, si elle avait peur, si elle avait mangé, si elle m'appelait. Le désespoir était tel que je vomis le peu de nourriture qu'on m'avait donné. Le lendemain, l'interrogatoire reprit, avec davantage d'incrédulité et de suspicion. Les cochons de la propriété ont été sacrifiés, informa un jeune policier. Nous n'avons retrouvé aucun reste humain. Où est le corps? Je dis la vérité, je l'avais jeté dans la porcherie. Sans corps, sans preuve tangible, comment prouver le crime? Mais il y a le sang dans la cuisine et votre fuite. Cela suffit pour vous maintenir en détention jusqu'au jugement, ajouta le commissaire. Ces jours furent les pires de ma vie. Pire que les agressions de d'Albert, pire que les coups, car je n'avais même pas le réconfort de savoir que ma fille allait bien, de pouvoir la serrer contre moi. Une semaine plus tard, je reçus ma première visite. Une assistante sociale, femme sérieuse aux lunettes épaisses, presse-papier toujours en main. Votre fille est dans un foyer temporaire, m'informa-t-elle. Elle va bien et s'adapte à la routine. Quand pourrai-je la voir? Cela dépendra de l'évolution de la procédure. Et si elle veut me voir? Si elle le souhaite? Elle n'a que 4 ans. Nous lui avons expliqué de manière adaptée à son âge que maman avait fait quelque chose de mal et devait rester séparée un temps. Mon monde s'effondra une fois de plus. Ma fille pensait que j'avais mal agi, que je l'avais abandonnée. C'était trop. Un mois passa sans nouvelles, puis 2. Aucun avocat, aucune audience, aucun mouvement. Juste le confinement dans la cellule surpeuplée, la nourriture à peine mangeable, la peur permanente. C'est alors que je fis la connaissance d'Hélène, ma nouvelle compagne de cellule. Femme solide, déterminée, qui ne baissait jamais les yeux devant les gardiennes. Elle était là pour vol, purgeait seulement 3 mois. Petite, tu dépéris, commenta-t-elle le 3e jour, observant que je touchais à peine à la nourriture. À ce rythme, tu ne tiendras même pas jusqu'au jugement. J'ai raconté mon histoire à Hélène, sans rien retenir. Je n'avais plus rien à perdre. À ma grande surprise, elle m'a cru. Mieux que ça, elle s'est mise en colère pour moi. Ce qu'ils t'ont fait, c'est un crime. Il existe des associations qui défendent les femmes dans ton cas. Quand je sortirai, je vais les contacter pour toi, m'a-t-elle promis. Je n'y ai pas cru tout de suite. Les promesses en prison étaient souvent vides. Tout le monde disait qu'il allait aider quelqu'un une fois dehors. Mais Hélène a tenu parole. 2 semaines après sa libération, j'ai reçu la visite d'une avocate nommée Angélique. Jeune femme noire, cheveux afro, regard vif et déterminé. Elle travaillait pour un groupe de défense des femmes victimes de violences. Ton histoire est plus fréquente qu'on ne le pense, m'a-t-elle dit après avoir écouté chaque détail. Nous allons nous battre pour toi. Avec Angélique, la situation commença enfin à changer. D'abord,
Elle obtint l'autorisation de me laisser voir Marianne. La rencontre fut déchirante. Ma fille, amaigrie, les cheveux coupés courts, le regard méfiant, comme si elle ne me reconnaissait pas. « Tu as fait du mal à grand-papa » demanda-t-elle timidement, seule dans la salle de visite. « Non, ma chérie, grand-papa faisait des choses méchantes à maman. »« Il me faisait beaucoup de mal » répondis-je, incapable d'expliquer autrement. Comment pouvait-on expliquer à une fillette de 4 ans l'agression sexuelle? Comment justifier ce que j'avais été forcée de faire pour la protéger? Angélique réussit aussi à ce que je sois transférée à l'infirmerie. J'étais gravement anémique, déshydratée, et mon état montrait des signes de dépression profonde. C'est là que j'ai reçu la pire nouvelle imaginable. Les frères de mon mari avaient demandé la garde définitive de Marianne. Angélique me l'apprit un après-midi pluvieux de février 196. Ils affirmaient que j'étais mentalement instable et que j'avais inventé les accusations contre d'Albert. Ils connaissaient la vérité sur lui, savaient ce qu'il était réellement. Sans preuve concrète, c'était ma parole contre la leur. Et eux avaient la stabilité financière et un foyer structuré, aux yeux de la justice. Ils ne pouvaient pas légitimement me retirer ma fille, mais ils réussirent à le faire. Le juge attribua la garde provisoire à René, le frère aîné de Jean. Le même jour, il emmena Marianne à la campagne, loin de moi, sans me laisser prononcer un mot d'adieu. Ce fut mon abîme, le moment où tout espoir et toute force m'abandonnèrent. La nuit où j'appris qu'ils avaient pris ma fille, je tentai de mettre fin à mes jours. Je rassemblai les comprimés que l'on me distribuait à l'infirmerie. Je les avalai tous d'un coup. Ça ne fonctionna pas. Une infirmière s'en aperçut et appela de l'aide. On me fit subir un lavage d'estomac et on me sangla au lit pour que je ne recommence pas. Je passai des semaines dans cet état, silencieuse, mangeant peu, sans aucune volonté de vivre. La seule chose qui me retenait, c'était la pensée lointaine, presque impossible, de revoir un jour Marianne. C'est alors que sœur Conception apparut. Vieille religieuse qui venait à l'infirmerie apporter un peu de réconfort spirituel. Ses rites profondes semblaient témoigner d'une vie consacrée à Dieu, et ses mains calleuses parlaient de décennies de travail. Dieu ne laisse jamais ses filles tomber, murmurait-elle en serrant mes mains dans les siennes. Même dans l'ombre la plus épaisse, il marche à vos côtés. Je croyais peu en un Dieu qui laissait faire la mort de Jean, les agressions, la séparation d'avec Marianne. Pourtant, sœur Conception n'a jamais abandonné. Elle venait chaque jour, lisait des passages de la Bible, ou parfois restait simplement à mes côtés quand je refusais d'entendre ses paroles. Peu à peu, sa présence constante est devenue comme une lumière fragile filtrant dans une grotte obscure. Vous devez rester forte, répétait-elle, pour vous battre pour votre fille quand vous sortirez d'ici. Au début, ce petit mot me laissait indifférente, mais progressivement, il m'a poussée à mieux manger, à suivre le traitement, à croire qu'un lendemain pouvait exister au-delà de ces murs. En avril 1976, j'ai enfin eu ma première audience. Angélique avait travaillé sans relâche, rassemblant preuves et témoignages. Hélène est venue confirmer mon état lorsque je suis arrivée au commissariat. Madame Zélie est venue de loin pour témoigner de mon arrivée à Lyon, effarée et marquée par les violences subies. Le vrai coup de chance fut la rencontre avec une ancienne employée de d'Albert, qui a confirmé les soupçons sur la mort de la mère de Jean, des années plus tôt. Ce n'était pas une crise de fièvre, a-t-elle déclaré. C'est lui qui l'a battue jusqu'à ce qu'elle ne se relève plus. Malgré cela, l'affaire restait difficile. Sans corps, avec ma confession sous des circonstances controversées, et ma tentative de fuite, le procès s'est étiré sur des mois. Allées et venues de documents, expertises, dépositions. Je suis restée détenue tout le temps, à nouveau en cellule commune, mais au moins avec un suivi médical régulier. En janvier 1977, presque 3 ans après la mort de Jean, j'ai reçu la sentence, coupable d'homicide involontaire avec circonstances atténuantes. 6 ans de prison, avec possibilité de régime semi-ouvert après avoir purgé une partie de la peine. C'était à la fois un soulagement et une défaite. Soulagement parce que le tribunal reconnaissait les circonstances, mon passé d'agression. Défaite parce que j'allais rester encore des années éloignée de Marianne. Nous ferons appel, m'assura Angélique. Cette peine reste injuste au regard de ce que vous avez subi. Je suis retournée à ma cellule avec un mélange d'émotions. J'étais condamnée, oui, mais au moins j'avais une échéance, un horizon, aussi lointain soit-il. Cette nuit-là, allongée sur la couchette dure, écoutant les bruits de la prison, j'ai pris une autre décision. J'allais utiliser ce temps. Je ne laisserai pas les années s'égrener en vain. Elles seraient un terrain de préparation.
J'ai demandé à intégrer le programme éducatif de la prison. J'ai commencé par les bases, ayant quitté l'école si tôt. Rapidement, j'absorbais tout ce que je pouvais, français, mathématiques, histoire. Parfois, je passais 12 heures par jour à étudier. Je me suis aussi engagée dans les programmes de travail, couture, artisanat, ménage. Je prenais tout ce qui pouvait alléger ma peine et me permettre de mettre de côté un peu d'argent. Le temps s'écoulait entre livres et travail. Je voyais Marianne seulement 2 fois par an, lors de visites supervisées par René. Elle grandissait sous mes yeux, mais à chaque rencontre, elle me semblait plus distante, plus étrangère. À 6 ans, elle m'appelait déjà Jacques au lieu de maman. En 1979, après un peu plus de 2 ans de détention, j'ai obtenu le régime semi-ouvert. Je pouvais sortir durant la journée pour travailler, puis revenir dormir en prison. Sœur Conception, qui ne m'avait jamais abandonnée, a trouvé un emploi pour moi à la blanchisserie du couvent. C'était le premier souffle de vraie liberté depuis des années. Marcher dans les rues, sentir le soleil sur ma peau, revoir le fleuve, même en sachant que je devrais retourner à ma cellule le soir, c'était comme renaître. En 1981 est venue la liberté conditionnelle. Je pouvais enfin quitter la prison définitivement, bien que je doive encore me présenter régulièrement à la justice. Sœur Conception, véritable ange placé sur mon chemin par Dieu, m'a offert une chambre au fond du couvent en échange de mon aide à la cuisine et à la blanchisserie. Je suis sortie un matin de mars. J'avais 30 ans, mais je me sentais avoir traversé un siècle. Mes cheveux portaient déjà des mèches blanches, mon corps était marqué par la dureté de la vie, et mes yeux reflétaient le poids de tout ce que j'avais traversé. Pourtant, j'étais vivante, libre et déterminée à reconstruire ma vie. Ma priorité était de retrouver ma fille. La liberté a une odeur. Je l'ai sentie ce matin-là, lorsque les portes de la prison se sont refermées derrière moi. J'ai inspiré profondément l'air de la rue. L'odeur de la marée, le pain chaud sortant de la boulangerie du coin, la promesse de possibles lendemains. J'étais maigre, avec mes premiers cheveux blancs à 30 ans, ne portant qu'un sac plastique contenant quelques vêtements. Sœur Conception m'attendait dehors, son habit blanc immaculé contrastant avec ma robe grise fanée. Sans un mot, elle m'a pris dans ses bras. C'était le premier vrai câlin que je recevais depuis des années. « Allons à la maison », murmura-t-elle. Ce mot maison sonnait étrange à mes oreilles. Je n'avais pas de maison, presque rien à part une détermination farouche, retrouver ma fille et reconstruire ce qui restait de ma vie. Le couvent des Sœurs de la Charité se trouvait dans un quartier modeste à la périphérie de Lyon. Le bâtiment était ancien, avec des murs épais qui gardaient la fraîcheur à l'intérieur, même sous la chaleur accablante de l'été. Ma chambre était minuscule, presque spartiate, un lit étroit, une armoire, une petite table avec une Bible posée dessus. Après des années en prison, cet espace me semblait un véritable palais. Vous pouvez rester aussi longtemps que nécessaire, m'a expliqué Sœur Conception. En échange, je devais aider à la cuisine et à la blanchisserie. Quand vous serez prête, nous vous aiderons à trouver un autre logement. J'ai rapidement pris une routine. Je me levais à 5 heures avec les religieuses, préparais le café, puis je partais à la grande blanchisserie où je passais la majorité de la journée entre les bacs de linge et les fers à repasser. Le travail était exigeant, mais il avait quelque chose de réconfortant dans sa simplicité. Le soir, je me plongeais dans les livres. Les religieuses possédaient une petite bibliothèque et m'encourageaient à poursuivre l'éducation que j'avais entamée en prison. Mon objectif était clair, je devais retrouver une stabilité financière et émotionnelle pour espérer récupérer Marianne. Je savais que la tâche serait difficile. René et sa femme Carmet avaient élevé ma fille presque 7 ans. Maintenant, elle avait 11 ans et me percevait probablement comme une étrangère, peut-être même comme la femme méchante qui avait fait du mal à grand-papa, comme ils avaient pu lui répéter. Un mois après ma libération, Angélique, mon avocate, est venue me rendre visite. Ses cheveux afro semblaient encore plus volumineux, son sourire encore plus déterminé. J'ai trouvé un moyen d'obtenir au moins des visites régulières, m'a-t-elle annoncé, en étalant des documents sur la table de la cuisine du couvent. Ils ne peuvent pas retirer le droit de la mère, même avec votre liberté conditionnelle. Nous allons déposer une demande auprès du tribunal. La bataille légale a duré 3 mois. René avait engagé des avocats coûteux, prétendant que j'étais dangereuse, instable et que je traumatiserais la petite. Mais la juge, une femme d'âge moyen au regard attentif, a tranché en ma faveur. J'ai obtenu le droit à des visites bimensuelles, chaque dimanche, sous supervision d'une assistante sociale. La première rencontre s'est déroulée dans un parc de Lyon, un lieu neutre selon eux.
Je suis arrivée 1 heure en avance, trop nerveuse pour rester tranquille. J'avais arrangé ma meilleure robe, achetée dans une friperie avec mes premières économies. J'avais mis un peu de rouge à lèvres et attaché mes cheveux, voulant montrer que j'étais normale, stable, digne de confiance. Quand j'ai vu Marianne descendre de la voiture avec René, mon cœur a failli s'arrêter. Elle avait tellement grandi, différente de la petite fille que je gardais en mémoire. Ses cheveux étaient longs. Elle portait un uniforme scolaire à la place des robes simples que je lui cousais. Elle était à la croisée de l'enfance et de la préadolescence, une jeune fille déjà transformée par les années. « Salut », dit-elle en s'approchant, la voix distante, les yeux me scrutant comme si je lui étais complètement étrangère. « Salut mon amour, tu m'as tellement manqué », murmurai-je en tendant les bras. Elle recula instinctivement. Bien sûr qu'elle reculerait. Pour elle, j'étais juste une femme qui apparaissait 2 fois par an, pour des visites longues et maladroites. L'assistante sociale, une femme douce d'une 40aine d'années, proposa que nous allions prendre une glace. Nous nous installâmes sur un banc, la glace fondant sous la chaleur, et nous parlâmes de choses légères, l'école, ses amis, les poupées qu'elle collectionnait. Oncle René et tante Carmet vont m'emmener à Disneyland pendant les vacances, raconta-t-elle, un éclat d'excitation dans les yeux. Je déglutis difficilement. Je n'aurais jamais pu lui offrir quelque chose d'aussi merveilleux, même dans mes rêves. Lorsque la visite prit fin, Marianne hésita un instant avant de partir. Pour un instant, j'espérais qu'elle viendrait m'embrasser, mais elle se contenta d'un signe de la main et courut vers la voiture où René et Carmel attendaient. Ils formaient un couple soigné, prospère, parfait pour élever une enfant. Moi, j'étais différente, ancienne détenue, travaillant dans la blanchisserie du couvent. Je pleurais tout le chemin du retour, mais je ne laissais pas tomber. À la visite suivante, j'apportais un petit cadeau, un bracelet artisanal que j'avais fabriqué durant mes heures libres. Puis, à chaque rencontre, je ramenais une petite attention, un ruban pour cheveux, un bonbon maison, un dessin que j'avais réalisé. Peu à peu, timidement, elle commença à s'ouvrir. Elle me parla davantage de sa vie, de ses amis à l'école, de la professeure qu'elle appréciait. Elle commença aussi à poser des questions sur moi, sur les raisons pour lesquelles j'avais été absente si longtemps. Elle ne prononçait jamais le mot « prison ». « J'ai fait quelque chose de mal », expliquai-je lors de notre 5e rencontre, choisissant mes mots avec soin. C'était pour me protéger et protéger sa perception de moi. Parfois, les adultes doivent prendre des décisions difficiles. En décembre 1981, j'obtins l'autorisation pour la première visite sans supervision. J'emmenai Marianne à la plage, puis dans une petite glacerie. Elle semblait plus détendue, moins sur la défensive. Elle tint même ma main en traversant la rue. Puis, soudain, elle demanda en jouant avec le sable. « Oncle René dit que tu as tué grand-papa Dal ?» Je restai figée. Comment répondre à ça? Mentir aurait été facile, mais notre relation aurait reposé sur un mensonge. Dire la vérité de manière brutale aurait été trop traumatisant. Ton grand-père me faisait beaucoup de mal, finis-je par dire. Il faisait des choses que les adultes ne devraient jamais faire. Je me suis défendue et il a été blessé. Il était méchant, malade dans sa tête, ma fille. Il faisait du mal aux personnes qu'il devait protéger. Elle resta silencieuse, absorbant mes mots à sa manière. Puis elle demanda si nous pouvions construire un château de sable. La conversation était terminée, pour l'instant. Tandis que je reconstruisais lentement mon lien avec Marianne, je travaillais aussi à améliorer ma propre vie. Les religieuses m'encouragèrent à poursuivre mes études de façon formelle. Je préparais mon baccalauréat le soir, après de longues journées à la blanchisserie. En 2 ans, j'ai obtenu mon baccalauréat. Tu es trop intelligente pour passer ta vie à laver le linge, me dit sœur Rose, la plus jeune du couvent, qui enseignait dans une école publique. As-tu déjà pensé à l'école normale, demanda-t-elle. École normale? Être institutrice? Je n'avais jamais envisagé cette possibilité. Dans mon esprit, les anciennes détenues n'avaient pas leur place dans l'enseignement. Ta conditionnelle se termine dans 2 ans. Après ça, rien ne t'empêche. Et nous avons cruellement besoin d'institutrices dans les banlieues, ajouta-t-elle. Ces mots ont semé une graine dans mon esprit. J'ai commencé à économiser chaque centime. En 1984, j'ai quitté le couvent pour une petite chambre louée près du centre, afin de trouver un travail mieux rémunéré dans une blanchisserie industrielle. Je gagnais plus, mais le travail était encore plus épuisant. Lorsque ma conditionnelle prit fin en 1986,
J'avais accumulé assez d'argent pour m'inscrire à l'école normale du soir. Je travaillais le jour, étudiais le soir, et voyais Marianne les week-ends. C'était exténuant, mais chaque page lue, chaque nouveau savoir acquis me donnait le sentiment de reprendre enfin le contrôle de ma vie. Marianne avait maintenant 16 ans, une adolescente avec ses propres opinions et la rébellion naturelle de son âge. Notre relation s'était considérablement améliorée. Elle me voyait désormais comme sa mère, même si elle vivait encore avec René et Carmet, qui étaient redevenus sa famille. C'est à ce moment-là que les murmures commencèrent. Les regards insistants, les doigts pointés. C'est elle qui a tué son beau-père. Lyon était grande, mais d'une façon ou d'une autre, mon histoire avait fuité. Peut-être quelqu'un qui m'avait reconnu lors du jugement. Peut-être quelqu'un de la campagne installé en ville. Quoi qu'il en soit, je me retrouvais de nouveau stigmatisée. À l'école normale, certains collègues cessèrent de me parler. À la blanchisserie, des clients demandaient qu'une autre personne les serve. Même à l'épicerie du quartier, je percevais les regards et entendais les chuchotements. La honte revint avec une intensité écrasante, la sensation d'être moins qu'humaine, de ne pas mériter une seconde chance. J'ai pensé à renoncer, à fuir de nouveau, à disparaître dans un autre endroit. C'est Marianne, ironiquement, qui m'a donné la force de tenir et d'affronter. « Maman, tu es plus forte que ça, dit-elle, quand je lui racontais que je songeais à changer de ville. Nous avons déjà traversé des épreuves bien pires. Ces gens ne te connaissent même pas vraiment. » Ma fille, si jeune et pourtant si sage, me soutenait. Grâce à elle, j'ai persévéré. J'ai terminé l'école normale en 1988, à 37 ans. Trouver un poste fut compliqué, malgré ma peine purgée. Mais sœur Rose, toujours présente, obtint pour moi une place à l'école de la communauté où le couvent assurait un travail social. Mon premier jour comme institutrice fut terrifiant. Une classe d'alphabétisation, 30 enfants de 6 à 8 ans, majoritairement issus de familles très pauvres. Beaucoup n'avaient jamais tenu un crayon et ignoraient lettres et chiffres. Tremblante, je me présentai. « Bonjour les enfants, je suis votre institutrice, Jacquel. » Institutrice ? Ce mot étrange, imposant, me semblait presque irréel. Moi, qui avais à peine eu la chance d'étudier correctement, j'étais là pour enseigner. La première semaine fut un désastre. Je n'arrivais pas à gérer la classe et je ne savais pas expliquer les notions pour qu'ils comprennent. Je rentrais chaque soir épuisée et en larmes, mais je ne baissais pas les bras. Je me souvenais de Marianne, de ses mots, « Tu es forte », et cela me donna la force de continuer. Avec le temps, j'ai appris à m'améliorer. J'ai découvert comment captiver l'attention des enfants avec des histoires, à canaliser leur énergie plutôt qu'à la contenir, à ajuster mon enseignement selon le rythme de chacun. À la fin de ma première année, quand plusieurs élèves ont réussi à lire leurs premiers mots tout seuls, une joie intense m'a envahi. Un bonheur que je n'avais jamais cru possible. Le salaire d'institutrice était modeste, mais combiné à mes économies de la blanchisserie, il m'a permis en 1990 de louer un appartement plus spacieux. Salon, chambre, cuisine, un luxe comparé aux pièces étroites où j'avais vécu. Marianne avait 20 ans et étudiait les soins infirmiers à l'université grâce à une bourse, obtenue en partie grâce à l'influence de René et de ses contacts. Elle passait maintenant davantage de temps avec moi et venait parfois dormir chez moi les week-ends. Oncle René et tante Carmen ont été bons avec moi, dit-elle un soir, alors que nous regardions la télévision. Mais j'ai toujours senti qu'il manquait quelque chose. Quoi ? Toi, ton histoire, ta force, demandai-je, incapable de retenir mes larmes en l'embrassant. Ma fille n'était pas seulement revenue dans ma vie, elle m'admirait. Après tout ce que j'avais traversé, malgré mes erreurs, elle me voyait comme un modèle de force. En 199X, une nouvelle bouleversa encore ma vie. René était décédé, victime d'une crise cardiaque fulminante. Carmen, sans enfant biologique, était profondément affectée. Marianne, déjà adulte, décida de rester auprès d'elle un temps, pour l'accompagner dans son deuil. Elle s'est occupée de moi pendant tant d'années, maman. Maintenant, c'est à mon tour de veiller sur elle, me dit-elle avec générosité. Son geste me toucha profondément. Aucune rancune, aucune amertume face au passé. Juste de la compassion authentique. C'est à cette époque, avec Marianne plus proche et ma carrière d'institutrice enfin stable, que j'ai ressenti le besoin urgent de m'attaquer au fantôme qui me hantait encore, d'Albert. Pas l'homme physique, celui-là était mort et enterré par mes propres mains, mais ce qu'il représentait, le traumatisme, l'humiliation, la culpabilité que je portais encore.
Même après avoir reconstruit ma vie, je me sentais souillée intérieurement, marquée à jamais par ce qu'il m'avait fait et par ce que j'avais fait à mon tour. J'ai décidé de chercher de l'aide. À cette époque, la thérapie n'était pas courante, surtout pour les gens d'origine modeste. Mais grâce à l'école, j'ai eu connaissance d'un groupe de soutien pour femmes victimes de violences. Aux premières réunions, je n'arrivais même pas à parler. Je me contentais d'écouter d'autres femmes raconter des histoires douloureusement semblables à la mienne, mari violent, père abuseur, supérieur harceleur, femme réduite au silence, culpabilisée, discréditée. Pour beaucoup, la justice ne viendra jamais par le système légal, expliqua la psychologue qui animait le groupe. Notre justice doit venir de l'intérieur. Ne jamais accepter le rôle de victime éternelle. Ces mots ont été une véritable révélation. Je me voyais encore comme une victime, d'abord de Jean, ensuite de d'Albert, puis du système lui-même. Au fond, je croyais encore que ma valeur avait été brisée par eux, que je resterais à jamais diminuée, marquée. En 1994, encouragée par le groupe de soutien, j'ai décidé d'écrire mon histoire. Pas pour la publier ni la montrer à quiconque, juste pour libérer mes démons et donner voix à la femme que l'on avait fait taire. J'ai acheté un cahier épais à couverture rigide et commencé à tout noter. Mon enfance modeste à Valence, le mariage avec Jean, les agressions de d'Albert, la nuit fatale, la fuite, la prison, puis la reconstruction. Je m'asseyais le soir après les cours, souvent en larmes, laissant l'encre se mêler à mes sanglots. Ce fut un processus douloureux mais profondément libérateur. À chaque page, j'avais l'impression d'extraire le poison de mon corps, de reprendre le contrôle de mon récit. Pas celui des hommes qui m'avaient blessé, ni celui du système qui m'avait puni, mais le mien, raconté par ma voix. 6 mois plus tard, une fois le cahier terminé, j'ai accompli un geste symbolique. Un matin doux, je suis allée seule sur la plage, le sable froid sous mes pieds, le ciel encore sombre. J'ai lu chaque page à voix haute, comme un témoignage adressé à l'univers. Puis j'ai mis le feu au cahier et observé les cendres emportées par les vagues. Tu n'as plus de pouvoir sur moi, ai-je déclaré, pensant à d'Albert, à Jean, à tous ceux qui avaient tenté de me diminuer. Je me sentais enfin libre. Pour la première fois depuis une décennie, j'étais vraiment libre. Les années suivantes furent marquées par la stabilité et la croissance. J'ai poursuivi mon métier d'institutrice, avec assez d'expérience pour enseigner à des classes plus avancées. Marianne, elle, a terminé sa formation en soins infirmiers et trouvé un poste dans un hôpital public. En 1997, elle m'a offert le plus beau cadeau imaginable. Voici ton petit-fils, Gabriel. Je veux que tu fasses partie de sa vie, dit-elle en me tendant ce fragile paquet de vie. Qu'il grandisse en connaissant ton histoire, ta force. J'ai tenu cet enfant dans mes bras avec un mélange de respect et d'émerveillement, impressionné par les tournants que la vie nous réserve. Moi, qui avais été séparée de ma fille si longtemps, je pouvais enfin être présente dès les premiers jours de la vie de mon petit-fils. Quand Gabriel eut 3 ans, Marianne épousa Antoine, le père de l'enfant, un médecin attentionné qu'elle avait rencontré à l'hôpital, un homme bon et respectueux. Exactement ce que j'avais toujours souhaité pour elle. Quelques années plus tard, j'ai pu réaliser un autre rêve, acheter ma propre maison. Petite, dans un quartier simple, mais entièrement à moi. J'ai réglé une partie avec mes économies et financé le reste grâce à un programme gouvernemental. Le jour où j'ai reçu les clés, j'ai parcouru chaque pièce vide, ressentant une joie presque indescriptible. « Mamie, cette maison est vraiment à toi », demanda Gabriel, 3 ans à peine, en courant à travers les pièces vides le jour du déménagement. « Vraiment, vraiment, mon amour, personne ne pourra jamais l'enlever à mamie. » En 2005, à 54 ans, j'ai pris ma retraite du réseau municipal d'enseignement. Je ne voulais pas arrêter de travailler complètement. L'idée de rester sans objectif me semblait insupportable. J'ai commencé à donner des cours particuliers d'alphabétisation pour adultes à mon domicile, demandant ce que chacun pouvait offrir, souvent seulement un peu de nourriture ou un service en échange. C'est à ce moment-là que j'ai perçu le premier vrai changement dans le regard que portait la communauté sur moi. Je n'étais plus cette femme accusée d'avoir tué son beau-père, mais l'institutrice Jacqueline, celle qui aide les autres à apprendre à lire. Les gens qui auparavant évitaient de croiser mon chemin venaient maintenant me demander de l'aide pour déchiffrer un courrier important, pour accompagner leurs enfants dans l'apprentissage, ou simplement pour recevoir un conseil. La rédemption que la justice ne m'avait pas accordée, la communauté me l'offrait, doucement, à son rythme. En 2010, avec Gabriel déjà adolescent,
Marianne a eu sa deuxième fille, Jacqueline. Elle voulait que son enfant grandisse aussi forte que sa grand-mère, m'a-t-elle expliqué en me présentant la petite. Ma relation avec Marianne s'épanouissait d'une manière que je n'avais jamais cru possible après toutes ces années de séparation forcée. Nous n'étions plus seulement mère et fille, nous étions complices, amis, soutenant l'une l'autre au quotidien. Elle ne m'a jamais tenu rigueur de notre passé. Elle n'a jamais brandi mes erreurs devant moi. Au contraire, elle admirait la manière dont j'avais affronté les conséquences et reconstruit ma vie. Tu m'as appris qu'on peut toujours recommencer, m'a-t-elle dit un jour, peu importe à quel point le chemin semble sombre. En vieillissant, j'ai ressenti le besoin de raconter mon histoire au-delà de mon cercle familial. Non pour la gloire ou la reconnaissance, mais pour que d'autres femmes comprennent qu'elles ne sont pas seules, qu'il existe toujours une sortie, même des abîmes les plus profonds. En 2015, à 64 ans, j'ai commencé à participer à des cercles de discussion, dans des centres communautaires, des écoles du soir et des groupes de soutien. Je racontais mon parcours tel qu'il était, sans enjoliver les faits ni masquer mes erreurs, mais en mettant en lumière la force que j'avais découverte en moi. Si j'ai réussi à survivre et à reconstruire ma vie après tout ça, disais-je à des salles pleines de femmes au regard attentif et connu, vous le pouvez aussi. Les réactions étaient variées. Certaines pleuraient, d'autres m'embrassaient, d'autres encore me remerciaient, parfois il y avait de la méfiance ou du jugement. Mais chaque fois qu'une femme s'approchait après la séance et murmure « Moi aussi j'ai vécu ça », je pensais être seule. Je savais qu'elle venait de franchir un pas vers sa propre libération. Je sentais que mes cicatrices avaient un sens lorsqu'elles étaient partagées. En 2018, Gabriel est entré à la faculté de droit. Il voulait devenir procureur, spécialisé dans les affaires de violences faites aux femmes. À cause de ton histoire, mamie, m'a-t-il dit, je veux que d'autres femmes obtiennent la justice que tu n'as jamais reçue. La même année, j'ai reçu une invitation inattendue. Donner une conférence à la faculté de droit de Lyon sur mon parcours en tant que femme dans le système pénitentiaire français. Moi, qui avais à peine obtenu mon baccalauréat, parlais à de futurs juges, procureurs et avocats. Tremblante de nervosité mais résolue, je partageais non seulement mon expérience personnelle, mais aussi les failles du système que j'avais observé. Comment les femmes victimes étaient souvent discréditées. Comment le système punissait celles qui se défendaient. Comment la prison détruisait plutôt qu'elle ne réhabilitait. La véritable justice ne se limite pas aux lois écrites. Ai-je conclu? Elle réside dans la capacité à reconnaître pleinement l'humanité de chaque personne qui franchit les portes du tribunal. La réaction a été bouleversante. Des applaudissements nourris, des larmes dans les yeux de plusieurs étudiants, des invitations à partager mon témoignage ailleurs. À 67 ans, soudain, j'avais trouvé une nouvelle mission, être la voix de celles qui n'en avaient pas, particulièrement des femmes emprisonnées pour s'être défendues contre leurs agresseurs. En 2020, lorsque la pandémie a contraint tout le monde à rester isolé, Gabriel m'a suggéré une idée qui allait tout changer encore une fois. Mamie, pourquoi ne racontes-tu pas ton histoire sur Internet? Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'entendre ça maintenant, surtout avec tant de femmes coincées à la maison avec des agresseurs. L'idée m'a intimidée. Internet? Je savais à peine me servir d'un téléphone portable correctement, mais Gabriel a insisté, acheté l'équipement simple et m'a appris les bases. Marianne m'a aidé à organiser les thèmes, à structurer les histoires pour les rendre accessibles. C'est ainsi qu'est né le canal Mémoire de grand-mère, enregistré dans mon salon modeste, avec ma petite fille Jacqueline souvent à mes côtés, jouant pendant que je parlais. Nous avons commencé en avril 2020 sans aucune attente particulière. La première vidéo n'a attiré que 20 vues, la seconde approchait les 100. La troisième, où j'évoquais les agressions de Dalbert, est devenue virale d'une manière que nous n'avions jamais imaginée. Plusieurs centaines de vues en une semaine seulement. Les messages affluaient de femmes de toute la France. Votre histoire a sauvé ma vie. J'ai regardé votre vidéo et aujourd'hui je suis sortie de chez moi avec mes enfants. Je pensais être seule jusqu'à découvrir votre chaîne. Aujourd'hui, en 2025, j'ai 74 ans. Ma chaîne compte plus d'1 demi-million d'abonnés. Je suis invitée à des événements, des interviews, des documentaires. Pas pour un titre ou une expertise, mais simplement pour avoir survécu et eu le courage de raconter. Quand je repense à cette fille de 16 ans qui avait rencontré Jean à la fête de la Saint-Jean, à la jeune mère effrayée fuyant avec son enfant dans les bras, à la prisonnière désespérée qui avait tenté de se suicider, cela semble appartenir à une autre vie. Et, d'une certaine manière, c'est vrai. De cette Jacqueline ne reste que l'essentiel, le noyau qui a survécu à tout.
parce que j'ai appris, par le chemin le plus ardu, que nous sommes bien plus résistants que nous ne le croyons. Que l'on peut tout perdre, liberté, famille, dignité, et pourtant renaître, refleurir, trouver un nouveau but. Quand des jeunes me demandent si je regrette, ma réponse surprend toujours. Je ne regrette pas ce que j'ai dû faire pour survivre. Je regrette seulement de ne pas avoir cru plus tôt en ma propre valeur. C'est ça, le véritable retournement contre d'Albert. Je n'ai pas seulement survécu à ce qu'il a fait, j'ai prospéré malgré tout. J'ai transformé le poison en remède, la douleur en sang. Et ça, plus que n'importe quelle vengeance, est la victoire la plus grande que j'aurais pu obtenir. Les années ont coulé comme le fleuve près de ma maison à Lyon. Chaque jour, chaque mois, chaque année m'éloignant de cette femme brisée qui avait quitté la prison. Aujourd'hui, à 74 ans, je ne reconnais presque plus cette Jacqueline d'autrefois. La souffrance a forgé mon être, mais ne le définit plus. Ma victoire sur d'Albert n'a pas été de le tuer cette nuit-là. Ma véritable victoire a été de survivre, de reconstruire et de m'épanouir malgré lui. C'est pouvoir regarder mon reflet et voir une survivante plutôt qu'une victime. Je ne sais pas combien de temps il me reste encore sur cette terre, mais chaque jour est un cadeau que j'utilise pour aimer ma famille, pour aider ceux que je peux, pour être reconnaissante de ce chemin, même dans ces moments les plus sombres, car sans eux, je ne serais pas celle que je suis devenue. Comme je le dis toujours à celles et ceux qui ont besoin d'entendre, votre histoire ne se termine pas dans vos pires jours. Le dernier chapitre n'est pas encore écrit, et tant qu'il y a de la vie, il y a toujours la possibilité de recommencer, de guérir, de transformer. Si mon récit vous a touché, abonnez-vous à ma chaîne Mémoire de grand-mère. Laissez un like et partagez ce que mon parcours vous a inspiré. Dites-moi de quelle région de France vous me regardez. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle histoire de cette vieille dame.